Je vais faire une présentation qui est effectivement complémentaire de celle que Jean-François vient de faire et vous dire tout le plaisir et l'honneur que je ressens en ce moment en parlant devant vous dans ce contexte. Je crois, pour avoir travaillé un petit peu dans le domaine de la conception des programmes, que les conférences de consensus ont un rôle essentiel dans la paix sociale pour éclairer les politiques publiques et faire qu'on arrête de s'entretuer dès qu'il s'agit de décider de ceci ou cela. J'ai vraiment une grande foi dans l'utilité des conférences de consensus. Donc les supports numériques pour l'apprentissage et la pratique de la lecture, je vais tout simplement diviser mon exposé en deux parties. Je vais d'abord parler de l'apprentissage de la lecture et ensuite je parlerai des pratiques de la lecture, et chaque fois je distinguerai les outils qui sont dédiés par exemple à l'apprentissage de la lecture, des outils qui sont non dédiés mais qu'on peut utiliser dans un contexte par exemple d'apprentissage de la lecture. Donc la première partie sur les apprentissages de la lecture, on peut parler de l'apprentissage de la lecture au sens strict, c'est-à-dire l'apprentissage de la reconnaissance des mots écrits. Il existe, et je reprendrai chaque fois cette distinction, des outils numériques dédiés qui sont conçus spécifiquement pour apprendre à des enfants en difficulté de lecture ou pas à reconnaître des mots écrits. Il y a des exemples qui ont été évoqués par Jean Ecal ce matin. C'est une littérature qui se développe de plus en plus, des outils qui se développent de plus en plus, et il y a des apports spécifiques qui sont notables dans ce domaine, notamment l'utilisation de la multimodalité, qui est plus facile avec des outils numériques qu'avec les outils papier, et la possibilité, avec des outils numériques pour l'apprentissage de la lecture, pour l'apprenant de bénéficier d'un retour immédiat sur ce qu'il vient de faire, ce qui est parfois plus difficile quand on a un support papier et 30 élèves dans une classe avec un seul enseignant. Il existe aussi du numérique non dédié et qui peut être utilisé dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, mais j'ai été infoutu de trouver une seule publication scientifique qui rende compte d'un quelconque intérêt du numérique dans ce domaine. J'en profite pour dire qu'il n'y a aucune référence bibliographique sur les diapositives que je vais vous présenter, tout simplement parce qu'on vient de publier une synthèse sur la question, donc vous n'avez qu'un truc à lire, la synthèse qu'on a publiée sur la question, puisque c'est une synthèse, des synthèses et des méta-analyses de la littérature du domaine. Donc si on s'est cassé la tête à faire ça, autant que vous en profitiez. Je pourrais l'envoyer aux membres du jury, moyennant salaire bien sûr. Ensuite, sur l'apprentissage, non pas de la lecture au sens de la reconnaissance du mot écrit, mais de la compréhension de l'écrit. D'abord, insister sur le fait qu'à propos de l'apprentissage de la compréhension, l'important, ce n'est pas le numérique, l'important, c'est quand même l'enseignement de la compréhension. Et une fois qu'on a mis au centre l'enseignement de la compréhension, alors et seulement alors, on peut se poser la question de l'intérêt du numérique. Là, par exemple, Jean-François n'en a pas parlé dans son exposé, mais il a conduit des travaux dans ce domaine et qui montrent des apports possibles sur l'apprentissage de la compréhension, notamment dans le cadre du projet magnifique qui s'appelle Liralec, et entre autres possibilités que proposent des environnements numériques pour apprendre la compréhension. Il y a encore les retours immédiats qui sont une des plus-values que permettent ces outils. Du côté du numérique non dédié, c'est essentiellement l'exposé que vient nous faire Jean-François, donc je ne vais pas vous le refaire, simplement pour souligner le fait que la lecture-compréhension de ces supports-là est souvent plus exigeante et qu'elle exige de nouvelles compétences qui peuvent sans doute pas être apprises à n'importe quel âge. Mais voilà, donc c'était un résumé en 30 secondes
absolument brillant de ce que tu as mis péniblement 20 minutes à dire. La, la prochaine fois, tu dis, ouais, c'est bon. Ensuite, lire pour comprendre et apprendre, cette fois-ci, quand lire n'est plus qu'un moyen, ce n'est qu'une tâche, l'objectif étant d'apprendre des connaissances en mathématiques, d'apprendre des connaissances en géographie, etc. Et là, on se trouve devant un paradoxe qui est malheureusement très connu, c'est que les outils numériques nous permettent de concevoir des supports beaucoup plus riches, beaucoup plus dynamiques, avec beaucoup plus de possibilités, mais ils nous permettent aussi de concevoir des supports incroyablement mauvais par des gens qui sont la plupart du temps incroyablement non compétents pour concevoir ce type de support et qui, au bout du compte, présentent des exigences en termes de traitement cognitif telles que les élèves, au bout du compte, n'apprennent rien en traitant ces supports, tellement il est difficile de traiter ces supports. Et donc, bien entendu, c'est important de s'intéresser aux connaissances et aux compétences que doivent développer les élèves pour traiter ces nouveaux documents, mais il faut aussi s'intéresser à nos compétences, à nous, d'enseignants, de concepteurs de supports, et pour concevoir des choses un peu plus efficaces. Donc, par exemple, vous trouvez des synthèses de la littérature, notamment celle de Richard Meyer en 2014. Il me semble que tu as contribué, Jean-François, à ce Handbook of Multimedia Learning, et vous trouvez dans ce manuel pour la conception de supports multimédia un certain nombre de principes fondés sur des preuves, c'est-à-dire la réplication de résultats expérimentaux, et il n'est pas sûr que tous les concepteurs de documents supports d'apprentissage connaissent ces principes-là ou les mettent en œuvre. Un autre point que je voulais aborder, c'est qu'une des difficultés du numérique dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, c'est que non seulement il faut attester de l'efficacité d'un outil, c'est-à-dire il faut prouver que l'outil qu'on a développé est meilleur que les outils existants, et le prouver de façon rigoureuse, ce qui n'est pas évident. Dans la littérature, vous trouvez par exemple beaucoup de tests qui vous disent l'outil A marche mieux que l'outil B, mais on ne contrôle pas le temps. L'outil A marche mieux que l'outil B quand les élèves l'utilisent 3 heures, alors que le groupe contrôle qui utilise l'outil B passe que 30 minutes. Et les auteurs de la publi vous disent tranquillement, ça prouve bien que A est meilleur que B, alors qu'il y a énormément de publis où le temps n'est pas égal. Donc ça prouve juste que les élèves qui passent 3 heures à apprendre apprennent mieux que ceux qui passent 30 minutes à apprendre. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de publis qu'on trouve dans ce domaine, où par exemple, je vous parle que du temps, le temps n'est pas contrôlé. Donc ce n'est pas si facile que ça, que d'attester empiriquement de l'efficacité d'un outil. Mais ça ne suffit pas. Un outil efficace, ça ne veut pas forcément dire un outil qui va trouver sa place dans les salles de classe. Encore faut-il qu'il soit facile à utiliser, qu'on ne passe pas plus de temps à apprendre à utiliser l'outil qu'à l'utiliser efficacement. Et cette utilisabilité, elle concerne autant les élèves que leurs enseignants. Enfin, un autre critère, c'est l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'un outil qui est efficace et qui est facile à utiliser, il ne trouve pas forcément sa place dans les salles de classe. Pour trouver sa place dans les salles de classe, il faut que l'outil soit compatible avec les contraintes spatiales, les contraintes temporelles, les contraintes organisationnelles, le type de tâches qu'on réalise dans une classe. Et vous pouvez très bien avoir des outils qui sont géniaux, tant que c'est un adulte et un enfant qui utilisent cet outil pendant une séance d'1 heure, mais qui ne vont absolument pas être compatibles avec ce qui se passe dans la classe. On avait expertisé il y a quelques années un outil qui s'appelle WTS, Write to Speech, qui est un outil qui est utilisé par des orthophonistes et des psychomotriciens en rééducation
du geste graphomoteur, cet outil est absolument fabuleux. Il est très facile à utiliser et sur le marché de la rééducation, les orthophonistes et psychologues, c'est un grand succès. L'entreprise vient nous voir en nous disant, voilà, maintenant qu'on a bien le marché, on aimerait passer sur le marché d'éducation nationale et vendre notre truc. Et voilà, est-ce qu'on peut aller? Et donc, on a fait une évaluation ergonomique en disant, votre outil, il est génial, il est efficace, il est facile à utiliser, mais l'organisation des tâches d'apprentissage de l'écriture en grande section au CP et au CE1, à l'époque où on a fait l'évaluation, il y a 10 ans, hein, c'était en 2006, c'était absolument incompatible avec ce type d'outil. Par exemple, une chose qui est importante, c'est que en grande section CP, CE1, les tâches d'apprentissage du geste qui permet de tracer des lettres, puis d'écrire des mots, la plupart du temps, ce sont des tâches qui durent 10 minutes, parfois un petit peu plus, mais on ne passe pas 1 heure. La plupart du temps, ce sont des tâches non dédiées. C'est-à-dire qu'on apprend du graphisme, parfois tout seul, mais parfois on apprend du graphisme en faisant autre chose. Vous voyez, vous pouvez avoir un très bon outil qui ne trouvera jamais sa place dans les salles de classe. Et c'est naïf de croire que prouver l'efficacité d'un outil suffit à dire ben donc les enseignants vont s'en emparer et ça va marcher. Et surtout pas dire, j'ai entendu 8 fois ce matin, il faut arrêter avec ça. Il faut dire, ah, on a un problème, on n'y arrive pas, donc c'est la formation des enseignants qui va résoudre ce problème. Stop, on n'en peut plus, nous, qui formons les enseignants. Il faut arrêter de croire que c'est nous qui allons résoudre les problèmes. Non, on ne résout pas les problèmes. On a 9 mois pour former des enseignants. Je crois qu'on met 6 ans en France pour former un dentiste qui s'occupe de 32 dents. Et 1 an pour former un enseignant qui s'occupe de 32 élèves. Alors, il faut arrêter de nous dire, j'en peux plus là. Vous ne vous rendez pas compte, mais ce matin, je dois être un peu paranoïaque, mais ce matin, vous l'avez dit au moins 8 ou 9 fois. Non, mais c'est bon, là, on n'y arrive pas, mais la formation des enseignants, non. Non, stop. On va se mettre en grève. Et après, sur les pratiques de la lecture. Bon, Jean-François en a un petit peu parlé. Juste en décalé, il me semble que c'est intéressant de voir que la littérature sur les tâches de lecture ne produit pas exactement les mêmes résultats selon qu'on examine la littérature des années 80-90 avec la littérature des années 2000-2010, où, par exemple, il y avait des difficultés qui étaient sans doute dues aux écrans rétroéclairés, au nombre de caractères par ligne, au type de police utilisé, au type de pas, c'est-à-dire la taille des lettres, qui ont des problèmes qui ont été résolus par la compétence des concepteurs ou par les technologies qui utilisent. Sans doute que pendant ce temps, certaines compétences de certains lecteurs s'amélioraient aussi. Pour les tâches de compréhension, comme ça a été dit, les pratiques de la lecture font qu'aujourd'hui, on a des documents qui sont souvent plus difficiles à comprendre parce que plus divers, parce que plus complexes, ça a été dit. Pour les tâches d'apprentissage, enfin, comprendre un document numérique, c'est souvent comprendre un document qui est multimédia, qui est multimodal, c'est-à-dire qu'on peut coder comme contenant des informations visuelles et comme contenant des informations auditives, et qui est dynamique. Ces documents multimédia comme support pour des tâches d'apprentissage sont parfois plus exigeants, sont parfois inadaptés, et parfois se produit ce paradoxe qui est qu'en donnant plus aux élèves d'informations, on détériore l'apprentissage. Enfin, et ça a déjà été évoqué, le numérique pour l'apprentissage, c'est aussi de nouvelles tâches. Aujourd'hui, les tâches du lecteur sont plus diverses que les tâches du lecteur que, je sais pas, l'élève de collège que j'étais il y a une quarantaine d'années. En conclusion, le numérique pour l'apprentissage, je crois qu'on peut résumer en disant ce sont des informations qui sont plus riches, qui sont plus complexes, dynamiques,
nombreuses, ouvertes, qui proposent des tâches de lecture qui peuvent être plus intéressantes, plus engageantes. On peut concevoir des scénarios dans lesquels le lecteur est plus actif. Il peut être, par exemple, l'auteur de son parcours de lecture, l'auteur de ses choix de lecture à chaque clic qu'il fait sur un lien hypertexte. Mais vous avez compris, ça correspond aussi à de nouvelles exigences. Ces supports, ils peuvent, sous certaines conditions, améliorer l'apprentissage, et notamment l'apprentissage de la lecture, et ils impliquent de nouvelles compétences chez le lecteur. Et on l'oublie parfois trop souvent, il n'y a pas que les enfants qui ont des nouvelles compétences, il y a nous aussi, les concepteurs et les enseignants, qui devons acquérir de nouvelles compétences. Je vous remercie.